Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Les candidats au baccalauréat session de juin 2021 sont en composition depuis ce matin. Les lancements officiels des épreuves dans quelques départements à suivre dans cette édition. Élection régionale ce lundi en Éthiopie. Les Éthiopiens sont aux unes dans un contexte difficile. Des régions du pays sont exclues de cette élection pour des conflits armés. Et puis en France, les élections régionales et départementales ont lieu ce dimanche avec un taux d'abstention jamais atteint. Le Parti républicain est largement en tête, suivi du Parti socialiste. Bienvenue à toutes et à tous. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, a procédé ce matin au lancement du baccalauréat session de juin 2021 au CEG Godomey. Au thème du lancement de l'épreuve de français, Angelo Évariste Arwandinou s'est prononcé au micro de Maury Agua. Il sera suivi de la chef centre du CEG Godomey, Rachidatou Seydou Orubadou. Nous venons de lancer officiellement et à 8h00 la toute première épreuve, ce qui prouve la compétence des différents acteurs que nous avons trouvés sur place. Tout s'est bien passé, les candidats étaient déjà en salle avant notre arrivée, les surveillants également. Les épreuves ont été lancées à 8h00, ce qui donne déjà des signaux forts pour un bon succès. Parce que tout ce qui est bien organisé concourt toujours au bien de tous ceux qui le font. Donc c'est un sentiment de joie, comme je vous le disais. C'est l'occasion pour nous de remercier les différents acteurs qui ont contribué à cette organisation. Les apprenants d'abord, les parents d'élèves, les enseignants et le gouvernement dans son ensemble. Tout ceci sur le leadership éclairé du chef de l'État que nous remercions pour avoir bien organisé ces examens de fin d'année. L'année scolaire a été bien déroulée, il n'y a pas eu de grève et tout se passe à bonne date. Nous accueillons dans ce centre pour ce baccalauréat session de juin 2021 990 candidats répartis en deux grandes séries scientifiques, les séries C et la série D. La série C est constituée de 210 candidats et le reste pour la série D. Je crois que, comme vous l'avez constaté vous-même, malgré les intempéries, tout est mis en place. Et nos candidats sont déjà à pied d'œuvre pour le succès patent de cette fin d'année, puisque le gouvernement a mis les petits plats dans les grands. Les écoles ont été accompagnés pour le déroulement des programmes que nous avons menés de bout en bout. Donc, le candidat moyen doit pouvoir se sentir à l'aise pour bien traiter l'épreuve. Nous espérons que notre baccalauréat sera toujours un label pour l'Afrique et la sous-région et nous souhaitons bonne chance à tous nos candidats. C'est le CEG d'enseignement général 1 d'Aplaroui qui a abrité ce lundi le lancement des épreuves écrites du baccalauréat 2021 dans le département du Koufo. À cette occasion, la superviseure représentant l'office du bac, Sylvie Dechacus, a prodigué quelques conseils aux parents de candidats. Elle est au micro de Jonas Bouchi. Les candidats ont besoin de la plus grande concentration qui soit à l'heure actuelle. Alors, lorsqu'ils terminent les épreuves, ils ne doivent plus échanger sur ces épreuves passées. Ils doivent avancer vers les épreuves à venir. Voilà. Et lorsque ils sont à la maison, les parents doivent faire le sacrifice de se rendre plus présents durant ces 3 jours de composition pour leur donner l'affection nécessaire, les entourer de la tendresse, leur remettre en confiance. Alors lorsqu'ils rentrent, il n'est pas bon que les parents leur posent des questions sur les épreuves. Pour le moment, soutenez-les. Oh, je suis sûr que tu t'es bien défendu, tu as bien fait, avance, continue comme ça. Leur faire de bons petits plats, vous savez ce que votre enfant aime, pas des plats trop lourds, surtout les soirs, mais ce qu'il peut supporter pour bien se nourrir.
et permettez-les, incitez-les à aller au lit à bonne heure. Et à la veille de cet examen du baccalauréat, Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a délivré un message à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans l'organisation et la réussite de l'examen du baccalauréat. Un message dont je vous invite à suivre un extrait des propos recueillis par Cano François Ngbeli-Ringtor et Denis Marouya. Demain, 21 juin 2021, débute sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2021. Cette année, 82 938 candidats, dont 31 931 filles, se lanceront à l'assaut de ce diplôme dans 132 centres de composition. En effet, après plusieurs années d'efforts et de préparation, les candidats, les parents et enseignants espèrent avec beaucoup de patience l'examen devant conduire à ce diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et ouvre la voie aux études universitaires. Mesdames et messieurs, la présente session du baccalauréat est pour moi une source de satisfaction et ce à double titre. Premièrement, le taux des filles est passé de 33,95% en 2019 à 36,74% en 2020 et 38,50% en 2021. Ceci prouve que davantage de filles sont scolarisées et qu'elles abandonnent de moins en moins les classes. Deuxièmement, l'effectif des séries techniques est en nette progression par rapport aux années antérieures. Ceci est à l'actif du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon, qui, au plan des réformes majeures, a mis l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous devons continuer dans cette direction, gage d'insertion de nos diplômés, mais également source de développement de notre pays. Je peux vous assurer, sur la base du niveau de préparation de l'Office du baccalauréat, que toutes les dispositions sont prises pour que les compositions, se déroulent dans de très bonnes conditions sur le plan technique et sanitaire, avec la mise en place des dispositifs de lavage des mains et le strict respect des gestes barrières dans les salles et centres de composition. Je profite de l'occasion pour remercier mon collègue du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et ses collaborateurs pour avoir mobilisé toute l'année les ressources adéquates nécessaires afin d'assurer à nos apprenants un enseignement de qualité. À vous, surveillants, chefs centres et superviseurs de centres de composition, je voudrais compter sur votre sens de devoir républicain afin d'exécuter correctement la tâche qui est la vôtre. Chers parents, je vous exhorte à continuer de créer un environnement propice pour une meilleure composition de nos enfants. Chers candidates et candidats, il ne me reste qu'à vous inviter à vous munir de vos convocations, vos pièces d'identité en cours de validité, vos masques et à vous présenter dans vos centres de composition à l'heure. Ne cédez pas à la tentation de facilité et comptez sur votre travail personnel. J'espère donc de votre part un taux de réussite plus élevé que celui de l'année dernière. Enfin, je vous souhaite bonne Autre information dans ce journal, l'honorable Claudine Afiavi-Pounession n'est plus la présidente du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. L'annonce a été faite à la presse et au peuple dans l'après-midi du samedi dernier. C'était au cours d'un congrès extraordinaire à Cotonou en présence de certains responsables du parti. Voici le compte rendu de Ahmed Arekpa et Romaric Devouchi. Raison fondamentale justifie la démission de l'honorable Claudine Afiavi-Pounession de la tête du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. La première est mue par ma volonté de ne pas demeurer présidente à vie de notre parti. C'est un principe propre à ma personne. L'expérience démocratique que nous vivons depuis 1990 dans notre pays devrait avant tout être vécu au sein de nos partis politiques. La deuxième raison de mon passage de témoin renvoie au respect de l'idéologie de l'UDBN. Notre parti, depuis sa création, a fait l'option de révéler les femmes et les jeunes dynamiques, combatifs, en s'appuyant sur les expériences des aînés.
Nous en avons, et vous le savez. Une décision qui vient en surprendre plus d'un. Qui plus est, à un moment où l'UDBN s'enracine de mieux en mieux dans l'arène politique béninoise. C'est une autre Amazone, la professeure Sylvie Dejacus, enseignante-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, psychologue, maître de conférences et vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales, qui prend désormais les rênes du parti. Elle se dit prête à faire le job et ne cache pas ses ambitions. Madame la Présidente, avec la permission, la confirmation et l'onction de vos militants, nous voudrions vous promettre que la maison sera gardée. Chers responsables, je tiens, à ma qualité de présidente entrant, à placer ce mandat sous le signe du travail bien fait et la formation militante de qualité. C'est pour cela que nous n'entendons pas nous éloigner de votre expertise, de vos expériences, vos riches expériences, de votre vision pour le parti UDBN et pour le Bénin, notre chère et unique patrie. Une nouvelle page s'ouvre ainsi dans l'histoire de l'UDBN. Après 11 ans d'engagement politique à la tête du parti, l'honorable Claudine Fiavi-Prudencio cède son fauteuil de présidente du bureau exécutif de l'UDBN, mais en reste tout de même la présidente d'honneur. L'actualité hors de nos frontières, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce lundi en Éthiopie pour les élections régionales, une élection dont sont exclues certaines régions du pays qui ne pourront pas voter à cause des conflits armés auxquels ils sont confrontés. Les détails. Lunettes de soleil et veste de costume blanc, Abiy Ahmed prend la pause avec ses partisans. Ce mercredi, pour le dernier jour de la campagne des élections législatives et régionales, le Premier ministre a choisi la ville de Djima, dans sa région natale de l'Oromia. Dans son discours, il martèle sa vision d'une Éthiopie unie, puissante et rayonnante, bien loin de la guerre et des violences communautaires qui minent le pays. Notre problème n'est pas de protéger l'unité de l'Éthiopie, mais plutôt de faire de l'Éthiopie la force de la Corne de l'Afrique. Des élections capitales pour cet ancien lieutenant-colonel de l'armée. Après avoir été désigné au poste de Premier ministre en 2018, suite à la démission de son prédécesseur 2 mois plus tôt, il entend désormais donner à son pouvoir une légitimité populaire. Une désignation qui avait suscité l'enthousiasme. 3 mois à peine après son investiture, il conclut la paix avec l'Érythrée voisine après 2 décennies d'hostilité au sujet de régions frontalières. Un accord historique qui lui vaudra le prix Nobel de la paix. Le comité Nobel norvégien a décidé de décerner le prix Nobel de la paix 2019 au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali pour ses efforts en faveur de la paix et de la coopération internationale, et en particulier pour son initiative décisive visant à résoudre le conflit frontalier avec l'Érythrée voisine. Amnistie pour des milliers de dissidents politiques, liberté de la presse ou encore influence des femmes dans la vie politique, Abiy Ahmed offre alors l'image d'un dirigeant jeune et ouvert. Mais l'homme de 44 ans est rapidement rattrapé par les violences ethniques persistantes. Dans la région du Tigré, au nord du pays, la tension avec les autorités locales atteint un point de non-retour. Le Front de libération du peuple du Tigré, qui avait dominé la vie politique éthiopienne avant l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, accuse le Premier ministre de vouloir les marginaliser. Et après des mois de tensions croissantes, celui-ci décide d'envoyer l'armée. Le gouvernement fédéral avait tous les droits de déployer des forces de sécurité fédérales et d'utiliser la force afin d'appréhender les personnes impliquées dans la corruption massive et la violation flagrante des droits de l'homme.
Malgré la promesse d'un conflit rapide, 7 mois plus tard, les combats se poursuivent. Et la famine sévit dans la région où 350 000 personnes sont directement menacées selon l'ONU. Et où plus de 90% des plus de 5 millions de personnes vivant au Tigré ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Dans ce contexte, impossible pour la région représentant 38 des 547 circonscriptions du pays d'organiser l'élection législative reportée à une date inconnue. Une élection dont les États-Unis se sont dit très préoccupés par l'atmosphère. L'Union européenne a de son côté finalement renoncé à envoyer une mission d'observation, n'ayant pas obtenu de garanties suffisantes pour assurer son indépendance. Les élections régionales et départementales ont lieu également ce dimanche en France. Une élection marquée par une prime aux sortants, sauf en province de la Côte d'Azur où le Rassemblement national devance le candidat des Républicains. À voir, les 4 des régions pratiquement les mêmes il y a 6 ans sont en tête. La droite domine largement avec plus de 28% des voix selon les résultats provisoires. Le Rassemblement national en baisse avec 19%. Derrière se trouve le Parti socialiste avec plus de 15% des voix et les écologistes confirment leur évolution. Jamais un scrutin n'avait aussi peu intéressé les Français. Les premiers tours des élections régionales et départementales ce dimanche ont été marqués par une abstention record. Près de 2 Français sur 3 inscrits sur les listes électorales ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote. Le score le plus élevé pour une élection depuis la mise en place de la Ve République. Un taux d'abstention qui traduit un désintérêt croissant des Français. Le taux du nombre de gens qui ne vont pas venir voter parce qu'ils n'y croient plus ou qui n'ont plus envie ou qui sont dégoûtés par l'offre politique. Moi j'ai l'impression que la politique ça stagne toujours au même niveau, quel que soit le parti. Donc voilà, donc on aimerait bien un petit peu de fraîcheur dans tout ça, pour qu'on entende. Je vais aller voter, mais certainement que je vais voter blanc encore cette année. Une abstention record peut être accentuée par les couacs des bureaux de vote. Plusieurs n'ont pas pu ouvrir en totalité faute d'assesseurs. Un manque de mobilisation qui inquiète les responsables politiques de tous bords. On pensait avoir vu le pire avec les élections municipales, c'est davantage. Le record d'abstention a été battu. À ceux qui pourraient se satisfaire de cette situation, je rappellerai qu'une démocratie sans électeurs n'est pas une démocratie. Le niveau de l'abstention est particulièrement préoccupant. Notre travail collectif doit être tourné vers la mobilisation des Français pour le second tour. Mais la faible participation aux élections s'inscrit dans une dynamique déjà observée par le passé. Depuis une dizaine d'années, on constate une hausse des taux d'abstention lors des scrutins européens et régionaux. Seules les élections présidentielles mobilisent encore les Français. En moyenne, au moins 3 électeurs sur 4 se déplacent pour désigner le prochain président de la République. Et puis, levée du couvre-feu au Japon ce dimanche, les habitants ont pris d'assaut les lieux publics, les rues, les bars et les commerces. Un allègement des restrictions qui intervient à un mois des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les autorités japonaises ont profité pour présenter à la presse le village olympique, un village atypique qui s'adapte aux conditions sanitaires et va accueillir 18 000 personnes à partir de juillet prochain. Un village olympique, pas comme les autres. À un mois du début des Jeux de Tokyo, le comité d'organisation a ouvert les portes du Plaza Village, un site de 44 hectares, construit pour répondre au contexte exceptionnel de la pandémie et régi par des règles strictes. Une clinique de la fièvre a été construite, capable d'accueillir une trentaine de personnes pour tester les résidents. Chaque hôte bénéficiera également d'un kit antivirus. Les sportifs ne dérogent évidemment pas aux règles et devront en plus se faire tester tous les jours. Des conditions qui seront très certainement compliquées selon le maire du village. Comme indiqué dans le livre des Jeux, les athlètes seront soumis à de nombreuses restrictions. Ils devront porter des masques à tout moment, sauf pour manger, s'entraîner, concourir et dormir. Je pense que cela va être difficile pour les athlètes du monde entier.
Les athlètes ne pourront profiter que très peu du village, car ils seront contraints de quitter le lieu sous 48 heures maximum à la fin de leur compétition. Et s'ils ne pourront pas profiter de la ville et de ses alentours à cause de la pandémie, le Plaza Village leur offrira malgré tout une certaine hospitalité. La vue depuis le village est magnifique. Il dispose d'une salle à manger où les athlètes peuvent se détendre et d'une zone d'entraînement. Les installations liées à l'hospitalité sont excellentes. Pour les athlètes qui ne peuvent pas profiter de la culture japonaise à cause du coronavirus, je pense que le village leur offre un grand espace de détente. Les restrictions s'étendent également aux fêtes qui sont strictement interdites dans le village. La consommation d'alcool devra se faire seule et en chambre. La traditionnelle distribution de préservatifs, 160 000 pour cette édition, est maintenue. Mais l'organisation n'encourage pas leur utilisation. Covid oblige. Toute infraction aux règles instaurées entraînera une exclusion du village. Les mesures de contrôle sont tout aussi strictes pour les journalistes étrangers qui seront géolocalisés par le comité et devront détailler la liste des endroits où ils souhaitent se rendre. Le plus gros défi reste malgré tout le traitement des 20 000 tests qui seront réalisés chaque jour, bien que 75% des résidents du village seront vaccinés. Des Jeux olympiques inédits qui n'accueilleront pas de spectateurs étrangers. Une décision est attendue ce lundi en ce qui concerne les spectateurs japonais. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.